Kalispera, bonsoir à tous. Je suis très contente d'être ici ce soir et surtout pour la soirée qu'on va pouvoir passer ensemble. C'est un moment assez historique pour la Grèce avec cette flamme olympique qui va s'en aller après-demain sur ce bateau historique. Je pense que c'est le plus ancien 3 mois d'Europe même. Et donc, on est vraiment très, très honorés d'avoir ici le capitaine. Pour ceux qui ont pu visiter le Belém, j'imagine que c'était magique. Allez, on va commencer la soirée tout de suite. Et grâce, et surtout pour cette organisation, à Véronique Bruez, qui est donc la personne centrale de cet institut qui a organisé cette manifestation ici, attachée de coopération pour le français, référent sport. Merci de l'accueillir. Monsieur le Premier conseiller, cher Alexandre, Madame la déléguée générale de la Fondation Belém, chère Christelle Delarose, cher commandant Aymeric Gibet, cher Alexia Kefalas, Mesdames, Messieurs, merci de votre présence ce soir à l'Institut français de Grèce pour cette conférence exceptionnelle. En effet, nous avons le privilège de passer un moment avec Aymeric Gibet, le capitaine du Belém. Merci, commandant, d'être venu nous parler de votre expérience et de nous faire entrer dans les coulisses de ce navire mythique. En cette année olympique, c'est une nouvelle page qui s'écrit pour ce monument historique qui va transporter, vous l'avez compris, la flamme du Pirée à Marseille, ville grecque, comme vous le savez, fondée au moment même où les Jeux olympiques naissaient, Marseille où elle arrivera le 8 mai prochain. Une nouvelle page également d'amitié franco-grecque, puisque à son bord, les jeunes éclaireurs vont partager cette magnifique aventure avec une étudiante grecque. Je tiens à remercier la Fondation Belém Caisse d'Épargne, désormais une vieille connaissance depuis notre rencontre avec Nicolas Ebalin, notre directeur, l'an dernier. La Fondation nous accompagne de manière spectaculaire dans les événements organisés par l'Institut autour des Jeux olympiques et paralympiques. Enfin, merci au Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux qui offre les grands crus que vous allez déguster à l'issue de la conférence. Alexandre, si tu veux bien dire un mot. Merci. Bonsoir à tous, Madame la déléguée générale, chère Christelle, commandant, cher Aymeric, chère Véronique, chère Alexia, chers amis. Alors, ce n'est pas moi que vous êtes venus écouter ce soir, donc je serai bref, mais je souhaitais quand même vous dire que au moment où la Grèce et la France vivent à l'heure des Jeux olympiques et paralympiques et où nos deux pays partagent la même ferveur autour du symbole qui est la flamme de ces Jeux, eh bien, le Belém est vraiment un outil absolument extraordinaire pour mettre en avant, pour valoriser et pour magnifier le passage de témoins qui s'apprête à intervenir entre Athènes et Paris. Ainsi, pour la première fois depuis la naissance des Jeux olympiques modernes, en 1896, la flamme olympique empruntera la voie maritime pour rejoindre le pays organisateur des Jeux. Comme vous le savez, la flamme sera transmise au comité d'organisation des JO de Paris demain, et elle partira samedi matin à bord du Belém, ce joyau et patrimoine maritime français, pour une traversée riche en symboles entre la Grèce, terre des Jeux antiques, et la France qui les accueille cette année. Elle rejoindra ensuite, comme l'a dit Véronique, le vieux port de Marseille, cité phocéenne, et symbole fort de notre relation franco-grecque. Le parcours de la flamme se poursuivra ensuite en France, à l'occasion d'un relais organisé dans tout l'Hexagone, et également dans nos Outre-mer, jusqu'en Polynésie, où aura lieu l'épreuve de surf. Vous avez peut-être pu, au cours des derniers jours, visiter le Belém. C'est une véritable chance que nous avons aujourd'hui de l'avoir en escale au Pirée. Et nous, à l'ambassade, sommes très fiers qu'il ait pu être ouvert ses portes au public grec, grâce aux efforts conjoints de la Fondation, de l'Institut français et de la mairie du Pirée. La traversée que la flamme s'apprête à accomplir donc pendant les 12 jours à venir illustre à merveille les liens qui unissent nos deux pays. Et notre amitié franco-grecque sera portée tout au long de ce périple par des jeunes éclaireurs qui veilleront sur la flamme, 15 jeunes venus de toute la France, qui sont rejoints aujourd'hui par une jeune femme grecque du Pirée, Anastasia, que je tiens à saluer. Ensemble, ils représenteront nos deux pays et les valeurs qu'ils portent. Voilà, cette magnifique aventure est rendue possible par la Fondation Belém Caisse d'Épargne, que je tiens ici
à remercier au nom de l'ambassade, ainsi que l'Institut pour l'organisation comme toujours parfaite de cette conférence. Et je vous souhaite sans plus tarder une bonne soirée. Merci. Nous donnons maintenant la parole à Christelle Delarose, la déléguée générale de la Fondation Bellem, Caisse d'épargne. Chers amis, cher Alexandre, chère Véronique, chère Alexia, déjà merci de nous inviter dans ce bel écrin qu'est l'Institut de France en Grèce. Et chère Véronique, ce discours s'adresse un peu à vous. Vous avez eu la gentillesse de nous recevoir quand je suis venue le 7 septembre. C'est pas si vieux que ça, avec mon petit bâton de pèlerin et mon adjointe Virginie Inet. Nous avons parlé de notre projet, vous nous avez ouvert les portes, vous nous avez reçus. C'était un tout petit projet et aujourd'hui, ça a pris énormément d'importance. Et quand je vois les visages des enfants et les visages des familles qui sont venues visiter le bateau, je me suis interrogée pour savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, entre le 7 septembre et aujourd'hui? Alors, est-ce que c'est le navire? Est-ce que c'est les 3 mâts du bateau? Est-ce que c'est Sa Majesté? Est-ce que c'est la flamme? Est-ce que c'est l'olympisme? Je crois que c'est une alchimie de tout ça, ce qui fait ce merveilleux projet qui nous réunit tous ce soir aujourd'hui. Et je voudrais vous dire à tous individuellement un grand merci de votre accueil. Gardez dans votre cœur le Bellem et surtout suivez les aventures de ces 16 jeunes éclaireurs dont vous avez une représentante parmi nous, Anastasia. Merci. Cher commandant, avant que vous nous racontiez l'histoire du Bellem, nous avons, nous aussi, à l'Institut français de Grèce, une très belle histoire à vous raconter. À 14 ans, une jeune fille de capitaine, écrit une lettre au capitaine du Bellem de l'époque, ce navire qui la fascine et qu'elle rêve de visiter. Des années plus tard, elle devient la présidente du département des études françaises à l'université d'Athènes. Son rêve est enfin devenu réalité quand nous l'avons invitée avant-hier à bord du Bellem. Mais ce n'est pas tout. Il se trouve aussi qu'elle est la professeure d'Anastasia Skiada, la jeune qui va embarquer à bord du Bellem. C'est la transmission d'un rêve, du savoir, de l'amour de la langue française que vous incarnez aujourd'hui, mesdames, par ce concours de circonstances. Circonstances ? Il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que des rendez-vous. Et vous aviez Marie-Christine Anastasiadi et Anastasia, rendez-vous ce soir avec le Bellem et son capitaine à l'Institut français de Grèce. J'aimerais s'il vous plaît que vous montiez sur scène avec Émeric Gibet pour une photo. Je vais vous piquer votre place. On va s'installer, Émeric. Bravo. C'est une très belle histoire. Bravo, Véronique. Je pense qu'il faut le brancher. Voilà. C'est bon. 1, 2, ouais. C'est sympa comme histoire. C'est une très très belle histoire, une belle rencontre. Et le Bellem a vu beaucoup de belles histoires. Celle-ci en est encore la preuve. Et oui, vraiment beaucoup de belles rencontres sur le Bellem. Et ça continue encore, même aujourd'hui d'ailleurs. Alors, Véronique vient de parler de transmission de rêve, mais c'est aussi une transmission aussi de savoir-faire, de passion. On raconte l'histoire du Bellem ? Eh ben, on va commencer maintenant. On va d'abord commencer peut-être avec l'actualité du Bellem, c'est-à-dire qu'est-ce que fait le Bellem, comment il est en mer. Eh ben, je vous propose de regarder une vidéo dès maintenant qui va vous montrer ce qui peut arriver et ce qui arrivera sûrement à bord du Bellem. C'est que du rêve et des grands voyages. On peut lancer la vidéo ?
très beau. J'imagine que ça doit être impressionnant. 58 mètres, c'est ça? 58 mètres. Alors, Alors, il est né en 1896. Chez nous, ici en Grèce, ça nous parle. 1896, c'est aussi une naissance, la naissance des Jeux Olympiques modernes, donc qui est aussi une collaboration franco-grecque finalement, parce qu'ils ont été défendus à la Sorbonne, au sommet de Paris en 1894, pour être réalisés donc, à Athènes. Et voilà, donc 128 ans, c'est quand même beaucoup. C'est un sacré poids, j'imagine, pour vous. alors c'est le poids de l'histoire des hommes hein, qu'on a un petit peu. On a un monument historique français. Ce sera le premier navire classé monument historique. Donc c'est vrai, cette tradition, cette histoire qui raconte une part de notre histoire nationale, la France, on a la chance de pouvoir l'exploiter encore. C'est peut-être, après mon historique, quand je vous raconterai, c'est peut-être ça aussi le plus important dans ce qu'on fait, c'est la préservation du patrimoine, mais aussi de permettre de verser ce patrimoine à tout le monde. Moi, je suis issu de la marine marchande, je suis un marin de commerce, et j'ai la chance, grâce à cet outil BLM, de pouvoir expliquer le métier des marins à bord. Alors, en plus de l'expliquer comme il faisait autrefois, c'est vrai que ça intéresse beaucoup les gens et c'est vraiment un savoir technique et humain où si on n'avait pas les savoir-faire et donc l'outil principal qui est le BLM pour le transmettre, on aurait perdu ce savoir-faire ancestral qui est la navigation sur un trois-mâts barque. Alors, on va venir sur votre histoire. Je veux juste qu'on fasse le lien aussi. Pourquoi le Bélem et les Jeux Olympiques? Qui a eu l'idée que ce soit le Bélem qui transporte du port du Pirée après-demain jusqu'à Marseille le 8 mai? Véronique en parlait. Qui a eu cette idée? Alors, il y a beaucoup de gens qui ont eu cette idée au départ, mais surtout, c'est que c'était une évidence. Une évidence sur quel vecteur pouvait représenter la France au mieux pour pouvoir transporter cette flamme à destination en provenance de la Grèce jusqu'à Paris au final. Donc nous, on a le premier pas du relais. C'est vrai que c'est le Bélem qui va le faire d'une certaine manière. Donc cette continuité de cette histoire, 1896, comme vous l'avez dit, il y avait qu'une évidence, ça ne pouvait être que le Bélem. Au-delà des valeurs de transmission, d'écologie, de transport C'est aussi un bout de bellique, France qui est transporté. voilà, puis c'est un bout aussi de notre avenir. La voile n'est pas une solution à négliger dans le transport maritime. Donc un bout de France, un bout de notre histoire, en lien avec les Jeux Olympiques. Donc vraiment, il n'y avait presque pas d'autre choix possible. Et c'est tellement historique que pour vous, dans quelques jours, le canal de Corinthe va être ouvert pour que vous puissiez passer le canal de Corinthe, le détroit de Messigny et puis les caps italiens, c'est ça? Alors exactement, on a cette chance incroyable d'avoir eu un beau cadeau de la Grèce. C'est que moi, dans mon passage plan, donc dans ma route prévue, on avait prévu de sortir nord Pénopolès. Et puis, quelques temps avant qu'on commence à appareiller le navire pour notre saison, on nous informe que finalement, il est en travaux. Alors, je ne sais plus exactement quand ça a commencé, mais on peut imaginer les travaux très lourds du canal de Corinthe qu'il est fermé à la circulation des navires de commerce. En fait, il est complètement fermé. Et puis finalement, nous, on s'inquiète un petit peu, on commence à recalculer notre route et en fait, on a eu un appel qui nous a dit: «Non, non, vous inquiétez pas, on va rouvrir et il y a un seul bateau qui passera, ça sera le seul, ça sera le Bélem avec cette flamme». J'imagine que vous deviez être ému, non? Enfin, quelque part, c'est historique. Alors moi, j'ai jamais passé Corinthe en plus. J'ai jamais passé Corinthe. Pour les marins, c'est quand même un passage mythique, hein, canal de Corinthe. Bon, il y a Suez, Panama, le Horn, les Huit, Bonne-Espérance. Il y a des points comme ça dans le monde où chaque marin aimerait les avoir tous faits. Je les ai pas tous faits, mais maintenant, je peux rajouter Corinthe à ma liste. Juste pour un point de vue pratique, vous transportez pas la torche, c'est ça? Vous transportez une lanterne avec la flamme olympique? C'est exact, c'est C'est exact. un passager VIP, ça j'en parlais avec Christelle de la Rose, j'imagine que c'est un sacré passager. Alors, c'est le passager en plus qui n'est pas clandestin. Oui, Et c'est surtout un passager plus que VIP. Pour nous, c'est presque comme un petit chef d'État qu'on va oui. déplacer. Donc, on prend tout le bon soin. Chaque fois où on passe, on sait qu'on va être surveillé, on va être protégé, on va être choyé. Oui. Donc, ce qui nous permet un petit peu d'ouvrir des portes que d'habitude, on n'a pas le droit d'ouvrir, notamment celle de Corinthe, hein, comme on le disait. Et oui, oui, il y a une fierté. Et puis surtout, alors cette flamme, l'objectif, c'est qu'elle ne s'éteigne pas et elle sera bien transportée dans une lanterne de transport. C'est du long cours hein, pour la flamme. Là, on n'est pas Ah, encore donc dans c'est le dans long une cours. lanterne, elle sera placée où? Alors, elle sera placée normalement dans le grand rouf dans un premier temps. C'est une pièce fermée, mais c'est une pièce de vie, c'est-à-dire qu'elle sera pas, elle sera visible de tous, on va vivre avec elle. Et qui dit vivre avec elle, c'est qu'elle va faire partie de notre quotidien.
Et qui dit vivre le quotidien, c'est que pour moi, elle doit vivre les mêmes expériences que nous. Elle verra le canal de Corinthe, le détroit de Messine. Donc on ne s'interdit pas, moyennant avec discussion des gardiens de flamme qui sont dédiés pour la sécurité de la flamme, de se dire bah, pourquoi pas qu'elle puisse sortir sur le pont, voir aussi les lieux de vie du bateau, aller dans le salon du commandant, voir la cuisine. Moi, je la considère vraiment comme un passager. Et puis il y a des rêves. Alors est-ce qu'on pourra la faire monter dans la mâture? Ça, je Ah, ne peux absolument pas le garantir. Ce serait que ça serait sympa, mais ça, faut qu'on puisse. Si on arrive à le faire, ça serait vraiment le top. alors vous parlez de gardiens, c'est ça? Négocier avec les gardiens, il y en a combien? Comment ça se passe? Ils font les 3-8? C'est quoi? Pour autour de la flamme, c'est ça? Alors on a 3 gardiens de flamme pour faire les 3 3 à 8. gardiens de Ouais, flamme? ouais, ouais. Ça Waouh! va être une surveillance en permanente. Et ils surveillent en permanence jour et nuit? Ils sont éveillés, ils regardent la flamme? Bah, normalement, c'est leur, Oh là là. c'est leur job. C'est vraiment sacré, ouais, ça c'est Bah, ce qu'on appelle le feu sacré, moi, j'ai hein. déjà le bélem à m'occuper avec nos éclaireurs, d'arriver à l'heure pour le 8 mai. Si je peux avoir 3 gardiens qui s'occupent de la flamme, ça me va très bien. D'accord, ouais. Bon, bah, ça c'est pas il va falloir négocier sec alors j'imagine, ça va pas être si simple. En tout cas, voilà et donc le 8 mai, arrivé au port de Marseille, cité phocéenne. Ouais, un feu d'artifice, enfin d'émotion déjà, parce Et que nous, on va arriver au terme d'une et de navigation. soulagement parce que j'imagine qu'il faut être enfin à l'heure déjà, on time. Alors oui, je pense que quand je sais que je serai dans mon timing le 8 mai à Marseille, ça sera bien. Ça va être une fête incroyable. Il y aura plus de 1000 bateaux qui sont rassemblés pour une parade. Et puis à un moment, quand même, le Belém va se retrouver seul à affronter son destin, qui est de faire ses derniers mètres en vue de la Canebière face au Vieux-Port. Imaginons passer la pointe du fort du Pharaon, on va découvrir le premier relayeur. Et on sait que sur ces derniers instants qui seront vraiment le climax de notre voyage, ça va être très court au final. On va arriver, puis à un moment, le premier relayeur va être à bord. Il va prendre ce flambeau qui va allumer depuis la lanterne. On va voir ce flambeau partir. Et puis on va avoir cette flamme avec toute la fierté qu'on aura eue, nous, d'avoir fait le travail, d'avoir fait le Oui. job. On va voir cette flamme nous quitter, mais je pense qu'on s'y sera beaucoup attaché. Et je pense, et j'en ai déjà un petit peu la chair de poule, qu'on aura beaucoup d'émotions à ce moment-là. Oui, j'imagine. Alors, j'aurais revenir quand même sur l'histoire du Belém, parce que c'est une histoire foncièrement européenne. Il a changé de main à plusieurs reprises, de pays, mais qui est resté européen finalement. Angleterre, Italie, France à chaque fois. C'est une histoire donc plus que centenaire. On peut revenir dessus sur cette importance, sur ce fait, sur ce bout d'histoire qui est donc foncièrement européenne, et comment ça se transmet, et comment encore aujourd'hui des jeunes sont attirés et veulent embarquer avec vous et apprendre comme vous avez appris à leur âge. Alors, il y a un vecteur quand même, c'est la mer. Il ne faut pas oublier la mer. C'est que la mer, c'est quand même ce qui a rapproché les peuples. Beaucoup de pays ont été découverts par voie de mer. Ça emmène vers le voyage, ça emmène vers l'inconnu. On a des fois des fantasmes, hein, des fausses réalités. Moi, étant professionnel de la mer, je ne suis pas Cortomates ni capitaine ad hoc. Mais il y a ce vecteur de liberté. C'est un espace de liberté, la mer. Et cet espace de liberté, il est contraint à une très forte organisation à bord. Donc en fait, on est très organisé à bord sur un espace complètement libre. Donc ça peut être ambigu. Et je pense que les gens recherchent un petit peu des deux. C'est-à-dire qu'aussi, il y a un cadre, par exemple, ce qu'on va pouvoir proposer à nos jeunes qui sont avec nous, nos éclaireurs, qui sont en insertion, c'est aussi ce cadre naturel qui s'impose de par le navire. Parce que ce navire en pleine mer, en pleine liberté, lui doit être encadré, réglé par la main de l'homme. Et c'est ça aussi un petit peu qui peut attirer. Bien sûr, la notion de voyage, de prendre le temps de voir les paysages évoluer. Entre Athènes et Marseille, c'est pas exactement le même voyage. Et puis, il y aura des moments de solitude. Alors, on est quand même près de 60 à bord, hein, donc on n'a pas trop le temps de se sentir seul. Mais des moments où on se dit, ben voilà, je me lève un matin, autant hier, je voyais encore la côte, et ce matin, ben, j'ai 360 degrés de bleu autour de moi. Et là, ben, on se sent un petit peu petit quand même. Oui, mais ces jeunes, on voit les jeunes aujourd'hui, ils sont très dans la technologie. Revenir à un 3 mâts des plus traditionnels, manuels, c'est quand même un contraste assez étonnant. Il y a quand même encore des demandes aujourd'hui? Bah, je vous rassure, l'humain est fait pour bien s'entendre. Et en fait, quand on arrive, justement, c'est la force du Belém, c'est que dès qu'on est en haute mer, bah, les téléphones ne captent plus. Donc on lâche cet écran et on commence à regarder les autres. Au-delà de ça, il y a l'effort commun qui est fait, c'est-à-dire que de se rendre compte que tout seul, on ne pourra rien faire sur le Belém. Le Belém, c'est une grosse machine, hein, donc à manipuler, ça prend du temps. Et c'est épaule contre épaule, les mains dans le même sens, en coordonnant nos efforts, qu'on arrive à faire quelque chose. Donc cet effort collectif, c'est des vraies valeurs qu'on apporte avec ce navire. Et il y a le lieu de rencontre, c'est-à-dire qu'on va se retrouver à discuter avec des gens dans un endroit qui est improbable, à des horaires improbables, parce qu'on vous réveille la nuit. Donc imaginez-vous, il est 2 heures du matin, vous faites la veille tout à l'avant du bateau, ben, vous êtes dans le noir complet,
vous avez peut-être un petit peu froid, vous êtes un petit peu fatigué, et puis vous allez commencer à parler. Et là, les cœurs vont s'ouvrir. Donc en fait, il y a vraiment une relation humaine qui est hors société, parce que la société à bord, c'est notre petit groupe, avec ses codes, avec ses règles. Et c'est cette rencontre peut-être que les gens recherchent, et je pense que c'est ça qui attire les jeunes aussi, parce qu'au début, certains, s'ils sont réfractaires, parmi tous les jeunes qu'on a embarqués l'année dernière en insertion, on a sélectionné un de chaque région de France, mais tous, pas que ceux sélectionnés, nous ont dit, mais moi, je ne pensais même pas qu'on pouvait faire ça ensemble. Et il y a cette fierté de continuer, parce qu'on a beau un peu s'opposer quand on est jeune, on se rend compte que dans la continuité du travail des anciens, on est très fiers de faire ce qu'on faisait avant. Et quand vous montrez à des jeunes que voilà, vous avez hissé 1200 mètres carrés de voile, vous tous, et ils se disent, ah bah ouais, bah c'est quand même pas mal. Et bien, ils sont fiers. Et pour une fois aussi, ils arrivent à faire, enfin, peut-être pas pour une fois, mais ils arrivent à faire quelque chose avec leurs mains et ensemble. Et ça, c'est peut-être le plus important. C'est ce que vous aussi, vous avez trouvé, parce que vous êtes aussi fils de marin et vous avez aussi la même origine que le Belém, parce que vous êtes nantais aussi. C'est ça que vous avez trouvé au début. Qu'est-ce que vous attendiez du Belém? Et puis, qu'est-ce qui vous plaît le plus maintenant, après tant d'années? Alors moi, j'ai la chance d'avoir, enfin la chance, mon papa était marin. C'est vrai que moi, j'avais un besoin d'être entouré quand j'étais jeune. J'ai fait de l'internat, des choses comme ça. J'aimais la collectivité. J'avais peur de me sentir seul, enfermé, terminé dans un appartement tout seul. Ça me plaisait pas trop. Et j'ai eu besoin du contact humain. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup le contact humain. Alors, je l'ai partagé au début avec mon équipage sur d'autres bateaux, hein. J'ai fait d'autres navires que le Belém. J'ai fait du cargo. Alors, je n'étais pas très cargo. Je suis vite allé sur les navires à passagers, les bateaux de croisière. Et puis, de maintenant, ce qui me plaise plus sur le Belém, au-delà que c'est un bateau magnifique, que c'est de la voile, donc c'est vrai que maintenant je suis un petit peu plus blasé parce que c'est mon lieu de travail. Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est la richesse des contacts humains. La richesse des contacts humains. Je rencontre des gens incroyables. Alors, en Grèce, énormément. En Oui, parce que vous France êtes arrivé sur le aussi. port de Catacolo, rappelons, Ouais. le 15 avril dernier, et puis vous avez navigué en fait jusqu'au port du Pirée. Vous êtes arrivé lundi, il y a 3 jours, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Et au travers du Belém, que ce soit les Et les escales où rencontres. on est accueilli, parce que quand le Belém arrive quelque part, bah, c'est un bateau qui est attendu. Donc on a cette fierté Même sans la de... flamme. Même sans la flamme, ah oui, non, mais alors encore plus avec la flamme. Ouais, encore plus à Marseille. Alors à Marseille, je pense qu'on aura, Oui, et les honneurs de voilà, on aura des honneurs qu'on ne pourra même pas décrire. J'arrive même pas à anticiper tellement que ça sera fort. Mais c'est vraiment cette adhésion des gens pour ce navire, où les gens s'y attachent parce que bah, il y en a plus beaucoup des grands voiliers. Ça raconte notre histoire. Et c'est vrai que c'est un peu, on a coutume de dire, c'est un peu le bateau de tout le monde parce que tous les Français peuvent embarquer à bord, hein. Nous, donc là, on a sélectionné 16 jeunes, 16 éclaireurs issus d'associations. Mais le Belém, vous le verrez dans le PowerPoint, hein, va continuer sa mission. Après le Belém, après le 8 mai, le Belém continuera à naviguer. Et c'est près de 1500 personnes qui embarquent chaque année avec nous. 1500 personnes dont le seul point commun, c'est qu'ils ont cliqué sur le site fondationbelém.com. Donc imaginez les provenances. Il y a des plaisanciers aguerris, il y a des gens qui n'ont jamais mis le pied sur un navire, il y a des gens qui sont là pour l'histoire parce qu'ils veulent toucher l'histoire pour de vrai. Vous êtes sur un musée qui se déplace, mais vous vivez dans le musée, c'est-à-dire qu'il n'a pas changé comme autrefois. Donc on sent quelque chose sur ce navire. Et cette richesse de rencontres, c'est quelque chose, mais il n'y a pas de mots pour le dire en fait. Vous parlez de rencontres avec les personnes donc dans les ports sur lesquels vous naviguez ou vous accostez, vous faites escale, mais il y a aussi les rencontres donc vous dites au sein de à l'intérieur de vous avec vos équipes, mais j'imagine qu'il y a aussi des moments difficiles. La mer, c'est pas si simple. Quel est le moment le plus dur où il y a peut-être des divergences de caractère ou Il peut y avoir des tensions. Une tension dans un navire, c'est comme dans une entreprise, vous pouvez être secoué par les éléments extérieurs. Alors le premier élément extérieur auquel on pense quand on est sur un navire, c'est on pense à la mer. On dit ah mais ça doit être dur, la tempête et tout. Moi, je suis marin, je connais mon navire et le but du jeu, c'est presque d'éviter les tempêtes. Donc si je me fais avoir par une tempête, c'est déjà que moi j'ai fait une faute. Et c'est la possibilité après, si on fait un peu d'études de management, c'est qu'en fait moi j'ai un pouvoir et on peut discuter de plein de choses. Au dernier moment, la validation, ça sera moi et seulement moi qui aurai à la prendre. Donc en fait, on a un poids sur les épaules et on est tout seul. Et donc c'est peut-être ça qui est le plus difficile à gérer. Au-delà de ça, j'ai des situations techniques qui sont un peu alambiquées. Le Belém, on lui demande de faire des choses qui sont parfois un petit peu difficiles. Alors, ça fait beaucoup rigoler Christelle parce qu'elle nous a emmenés dans des coins formidables, mais dans des coins qui étaient moins formidables des fois. Et puis, au pire du pire, même quand vous êtes dans votre cabine, que vous n'arrivez pas à dormir parce que vous gambergez, vous dites, mais demain, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Moi, je suis toujours étonné par la force de mon équipage. Mon équipage est très professionnel, très solidaire. On est comme une grande famille. Donc, les hommes en rouge, hein, sur le Belém sont très soudés. On fait corps. Il y a une hiérarchie, mais c'est vraiment une famille.
Et c'est cette force de corps, cet esprit d'équipe très uni qui va forcément déteindre sur les gens qui sont à bord. Et on se rend compte que les gens peuvent subir énormément. Moi, quand je traverse des épreuves où le bateau est un peu secoué, moi je ne suis pas malade, mais il y a des gens qui sont malades, eh ben, on se rend compte que le phénomène grégaire, c'est-à-dire le groupe protège le groupe, arrive aussi chez nos stagiaires. Et c'est ça qui est très impressionnant, c'est qu'en fait, quoi qu'il arrive, ou peut-être dans une situation la pire, il va falloir s'en sortir. Et tout le monde va faire un effort. Il n'y a pas que vous qui êtes en tête qui allez redoubler d'efforts. Tout le monde va redoubler d'efforts parce que si quelqu'un n'y va pas, ça ne va pas avancer. Donc, voilà. Non, mais vous dites qu'il y a une grande solidarité, mais vous dites aussi que c'est une construction hiérarchique. Donc, au bout de la hiérarchie, il y a le capitaine. Finalement, vous êtes toujours très seul à prendre les décisions. Comment ça se passe? Comment on prend des décisions? Vous faites rire Christelle avec vos décisions parfois, voilà, mais j'imagine que parfois il faut être courageux, c'est risqué, c'est pas le bateau le plus moderne qui soit. Donc, comment on fait? On évalue des critères, on prend des avis, comme tout décisionnaire, on essaye de se renseigner pour avoir le maximum devant soi d'informations. Il y a toujours une option A, une option B, une option C, une option D. On les met dans l'ordre, on les ordonne, on les hiérarchise. On consulte ses équipes? Bien sûr, bien sûr. Le commandant, s'il ne consultait pas son équipe et qui était enfermé dans sa tour de verre, aurait une fausse image de la réalité, et c'est ce qui a conduit à des drames, les drames les plus connus, la Méduse, des choses comme ça, où le commandant s'enferme, ne prend pas compte des avis extérieurs, ne fait pas croiser les avis. C'est le meilleur moyen de vous mettre au tas. Donc le management dans la marine, c'est une école de base, mais c'est celle qui marche le mieux. Et vous, quand vous êtes rentré dans le Belém, forcément, sur le Belém, quand vous êtes rentré, vous n'étiez pas capitaine. Vous rêviez de devenir capitaine. Celui qui vous a formé, puisque vous avez fait tous les métiers sur le Belém, vous a appris cette technicité, j'ai envie de dire? C'était ça votre rêve? C'est quelque chose qu'on observe. C'est-à-dire que quand on commence, où qu'on soit, on observe beaucoup le niveau un petit peu au-dessus. Puis on se dit, bon, si un jour j'avais à faire ce poste-là, vu la situation, vu comment mon commandant de l'époque aurait réagi, est-ce que moi j'aurais réagi comme ça? Donc au début, on est très humble par rapport même aux erreurs qui peuvent être commises, parce qu'un commandant, comme tout le monde, est humain, il peut prendre une mauvaise décision. Donc au début, il y a beaucoup d'humilité à prendre sur l'observation. Et puis de se dire, en fait, il y a le facteur humain aussi, parce qu'avec la peur, le stress, la fatigue, on ne réfléchit pas. C'est toujours a posteriori qu'on se dit, si on avait fait ça, on aurait pu éviter l'accident, ou si on avait fait ça, on aurait pu éviter de se trouver dans telle situation problématique. Après, il ne faut jamais se dire, je pense, que tout est terminé et que rien ne va plus. Il y a toujours un moyen de s'en sortir. Donc moi, j'ai été formé avec des commandants, j'en ai vu passer 5, je crois, avant de monter sur le poste de commandement du Belém. Chacun avait sa façon de faire. Et je crois que le meilleur conseil d'un commandant que j'ai eu, c'est n'essaye pas de faire comme tel commandant, tel commandant, tel commandant, sois toi-même le commandant que tu as envie d'être. Le Belém, il a beaucoup navigué dans les Antilles. Et vous, j'imagine que maintenant avec la Méditerranée, mais quelle est votre mer préférée ou votre océan? J'aimerais bien les Antilles, moi. Oui, comme à l'époque du Belém, c'est ça? Ouais, ça me plairait beaucoup. Alors, le Belém, je vais pas tarder à vous lancer le PowerPoint. Le Belém, il a eu quelques transatlantiques. La dernière, c'était 2008 et j'ai eu la chance de la faire. Donc, c'est vrai que ça fait 15 ans qu'on n'a pas fait des grandes traversées. Heureusement, dans mes navigations, moi, j'ai pu naviguer sur d'autres contrées. Je suis même allé jusqu'en Antarctique, donc des choses où je sais que le commun des mortels n'a pas forcément accès facilement. Après, moi, je suis nantais d'origine, mais je suis très méditerranéen dans l'âme. J'ai fait mes études à Marseille et j'aime beaucoup la Méditerranée. Je vous laisse déballer le PowerPoint pour le côté technique, et puis on revient, parce que j'ai plein de questions, moi, du coup. Alors, je vais essayer de répondre à vos questions déjà en faisant un long monologue avec plein de slides, et puis on va voir un petit peu. Alors, là, vous avez un petit peu le résumé en date. Vous voyez que l'amplitude, c'est 1896 jusqu'à aujourd'hui 2024. Alors, entre-temps, il y a eu plein d'étapes. Alors, elles sont résumées ici, mais on va les passer un petit peu quand même époque par époque. Voilà, la genèse, elle est ici. Alors, ce monsieur, c'est Denis Crouan, c'est le premier armateur du navire. Un armateur, c'est un propriétaire de navire. Alors, En Grèce, ils savent ce que c'est. Oui, oui, nazistes, tout ça. Alors, il s'installe, il vient de Bretagne, il s'installe surtout d'abord au Brésil, où il va monter un comptoir commercial. Il sera consul du Brésil aussi, de la ville de Belém. Et finalement, il revient à Nantes, où il va former son armement. Alors, l'armement, c'est sa compagnie. Ils sont pas très nombreux, c'est 6 navires, et le Belém, c'est le plus petit. Alors, le Belém, déjà, quand il va le construire, donc le bateau va être livré le 10 juin 1896. Et c'est vrai que dès qu'il va sortir de cale, le Belém sera considéré comme le yacht de Crouan.
Alors, ça préfigure un petit peu la suite, vous allez voir. Alors là, on a un éclaté du navire. Vous voyez, pour ceux qui ont la chance de le visiter, il n'a pas du tout la même apparence qu'il a aujourd'hui. Un bateau presque beaucoup plus simple, moins alambiqué. Alors, vous voyez la petite cabane au milieu, là. Alors, pour ceux qui ont visité le navire, ça, c'est la cuisine actuellement. Mais autrefois, c'était là où dormaient les matelots, les 8 membres d'équipage. Donc, vous voyez, c'était un petit peu petit, ça faisait 25 mètres carrés. Actuellement, nous sommes 16 membres d'équipage qui encadrent 48 personnes à bord au maximum. Et bien, eux, ils n'étaient que 13. Alors oui, ils étaient déjà un petit peu plus Et les costauds. 48, comment vous faites? Ils sont combien par chambre? Je vous interromps, mais Non, mais il n'y a pas de souci. Alors, ils combien, sont comment? répartis en 4 cabines. On ne dit pas chambre sur le navire. 4 c'est vrai, cabines les de cabines, 12. pardon. Il n'y a pas de problème. 4 cabines de 12. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Attendez. Mais C'est j'imagine qu'ils sont un peu à l'étroit, non? bon. Oui, mais alors, les cabines, c'est... Faut pas que l'autre ronfle, c'est ça? Voilà, alors déjà, le lit et la banette n'est pas grande, comme ça évite de tomber de la banette. Et puis aussi, quand vous êtes sur le Belém, on n'est pas dans une croisière où on profite des agréments du navire, sauna, jacuzzi, piscine et cabine de luxe. Ici, un petit peu, on C'est participe. plus élégant. Voilà, c'est Ouais. plus élégant, c'est plus classe et surtout participatif. Donc en fait, la banette est un lieu de repos. Alors le repos, c'est très important à bord, il faut savoir s'économiser. Et c'est vrai qu'on loge nos stagiaires dans 4 cabines de 12. Alors le bateau, son navire de commerce, c'est un cargo à l'époque, vraiment un navire marine marchande. Il n'est pas motorisé et son fret principal, c'est du chocolat depuis la ville de Belém. C'est pour ça qu'il porte ce nom Belém. Alors il ramenait du chocolat pour un industriel qui est un peu connu en France encore, c'est Chocolat Meunier, l'inventeur de la tablette de chocolat. Et donc le Belém était dédié à cette ligne du Brésil pour revenir à Nantes avec du chocolat. Mais Et il y a à l'intérieur l'ancienne pub aussi du chocolat Meunier. ouais, éviter les contrefaçons, voilà, c'était eux. Enfin, c'était pas le Belém, il n'a pas été contrefait. Et puis le Belém aussi, il passe par les Antilles. C'est dans la route régulière, donc la destination, c'est le Belém, la ville de Belém, les Antilles, et puis retour le ventre alourdi de chocolat, cacao et sucre et rhum à Nantes. Alors voilà, c'est ce qu'on raconte ici. Donc là, on a une peinture qui représente le Belém. Vous noterez tout en haut du grand mât, il y a un tout petit pavillon, c'est une étoile. Et cette étoile, elle a été très bien choisie parce que la destinée du Belém, elle est exceptionnelle. On n'a jamais construit un navire de commerce pour que 127 ans plus tard, ce navire navigue encore. Donc forcément, il y a des aléas. Il y a eu des errements, il y a eu surtout beaucoup de chance et on a l'habitude de dire à bord, le Belém, il a une bonne étoile, il a été frappé de l'étoile blanche de Crouan, qui était son emblème, dès le début. Alors il va faire une période marine marchande française, 33 campagnes de 1896 à 1913, mais surtout celle qui va marquer, alors c'est marqué là en 1902. En fait, en 1902, je vais faire un tout petit stop dans le temps, je vais vous le raconter un petit peu plus en détail. Le Belém se présente au pied de Saint-Pierre de la Martinique, dans la rade de Saint-Pierre de la Martinique, pour chercher son rhum et son sucre. Il a déjà le chocolat dans les cales. Et puis, il se présente et la rade de Saint-Pierre est fermée. Donc, le commandant Chauvelon, qui sera le commandant qui restera le plus longtemps à bord, décide d'aller de l'autre côté de l'île. Et bien, lui en a pris parce que quelques temps plus tard, alors je ne sais pas si on a slide, voilà, là, on est en 1902, en avril 1902. Et en fait, la montagne Pelée, qui est un volcan, va exploser. Soufflant et rasant littéralement toute la ville de Saint-Pierre. Et tous les bateaux que vous voyez sur rade, le Belém aurait dû en faire partie. Ça s'est joué à 24 heures. C'est-à-dire que le dernier bateau qui arrive, c'est 24 heures après l'arrivée du Belém. Et le Belém arrive en retard. Et donc, c'est ce qui sauvera de l'éruption de la montagne Pelée, qui a rasé entièrement la ville de Saint-Pierre. On parle de 30 000 morts. Alors, ce qu'on appelle aussi l'effet Belém, c'est-à-dire que des fois, arriver en retard peut être salvateur pour la suite. Vous pouvez essayer dès lundi, si vous voulez. Vous verrez comment ça passe, mais des fois, ça marche. Par contre, pour la flamme, vaut mieux être. Non, là, par contre, on pour a la dit, flamme, là, j'ai on pas a le droit. dit. Ah, non. On ne fera pas l'effet Belém pour l'arrivée au 8 mai. Alors voilà justement la photo de l'équipage. Vous voyez le commandant Chauvelon, c'est celui qui a la casquette. Alors son surnom à lui, c'était Capitaine Peinture. C'était quelqu'un qui était assez très ordonné, très, très magnanime. Il aimait bien que son cacao soit rangé dans l'ordre, que le bateau soit bien peint. Ce qui préfigure un peu de l'état général du navire, qui est un bateau très entretenu. Vous avez pu voir les vernis. Alors une couche de vernis, c'est pas une couche, c'est 7 couches. Vous voyez, donc déjà à l'époque, ils prenaient bon soin du navire. On a beaucoup d'éléments qui sont restés quand même de cette époque marine marchande. Donc on a du bois plus que centenaire sur les éléments de pont. Alors un petit détail aussi, la coque du Belém est en métal, elle n'est pas en bois. Ne dites jamais que le Belém est en bois. Donc voilà. Ce qui est bien pour la flamme, parce que comme ça, il prendra moins vite s'il y avait un souci. Si la lanterne tombe, avec 3 gardiens quand même. Ouais, avec 3 gardiens. Alors, cette période marine marchande va s'arrêter et va s'arrêter au bon moment parce que le bateau va être racheté en 1914
par un premier propriétaire privé anglais. Et c'est vrai que si le bateau n'avait pas été acheté en 1914, il aurait pu connaître les affres de la Première Guerre mondiale. Pour une info, on dit qu'en gros, les grands voiliers cargo français, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y en a 1 sur 2 seulement qui a survécu. Puis petit à petit, les nouveaux modes de propulsion, vapeur dans un premier temps, diesel, vont mettre un peu de côté ces grands oiseaux à voile qui étaient les grands voiliers qui sillonnaient le monde entier. Alors, le Belem n'a jamais été un voilier capornier. Le Belem est fait pour traverser l'Atlantique. C'est ce qu'on appelle la classe des Antillais. Donc, si vous le trouvez gros maintenant, imaginez qu'à l'époque, il y a des bateaux qui faisaient 2 fois sa taille. Alors, les Anglais. Donc, les 2 propriétaires principaux du navire sont forcément des propriétaires privés, nantis et très riches. Donc, c'est le duc de Westminster, qui est une des plus grosses fortunes nobles anglaises. Donc, le duc de Westminster va acheter ce navire en 1914, le 11 février, et c'est lui qui va commencer les travaux. Donc, le Belem tel que vous le voyez, c'est grâce aux Anglais. La première fois que le Belem va porter ses faux sabords, qui sont les petites cases noires sur le côté, c'est avec le Belem. La balustre à l'arrière, très style anglais, c'est le duc de Westminster qui l'amène, et puis la surélévation à l'arrière. Et puis là, on le voit. Il en fait quoi, le duc? Il en fait un navire pour son plaisir, c'est un yacht. Ouais, c'est ça. Le mythe voudrait même que, alors pour ceux qui connaissent l'histoire, le duc de tout Westminster, c'était Coco Chanel, sa muse. Et l'histoire d'amour entre Coco Chanel a été marquée à mi-misant. Il y a beaucoup d'images du Belem mouillé à l'époque du Westminster en face de Biarritz, en fait. Et il y a un petit détail aussi. Alors, vous voyez, de la grosse fumée. Alors, vous inquiétez pas, c'est pas la flamme olympique qui a pris feu sur le bateau. En fait, le bateau va changer complètement de vie, c'est-à-dire d'un navire de commerce pur voilier, on le transforme en yacht motorisé. Et pour la première fois, et ça, heureusement, ça ne s'est pas arrêté, le Belem a une selle des machines et les pots d'échappement de l'époque, c'était dans le mât d'artimon. Alors, on voyait, si c'est bien pour les poumons des passagers, ça ne devait être pas terrible pour les voiles, ça devait être très, très sale à l'époque. Alors, Westminster ne va pas pouvoir utiliser très longtemps ce navire à cause de la Première Guerre mondiale. Donc, 1921, il le cédera à un autre propriétaire. Et là, on voit le bateau avec Westminster, voilà comment il va être. Donc, là, il n'a pas changé. Maintenant, depuis cette période-là, le Belem n'a pas changé. On a les mêmes emménagements. Et alors, la pièce que vous voyez au milieu, juste devant le grand mât. Le grand mât, c'est le mât qui est au milieu. Et devant, il y a une grande pièce qu'on voit en éclater, avec un salon, etc. Et bien, c'est dans ce lieu qu'on va stocker la flamme olympique dans un premier temps. Après, on verra si j'ai le droit de la faire sortir. Il faudra que je négocie ça avec les gardiens. Et c'est dans ce grand roof, qui était le salon d'apparat de Guinness, qu'on va mettre pas une armure quand même. Je veux dire, ça peut être. Non, mais ils sont 3. C'est vrai. On est 16 après. Voilà. Ah bon, on va... donc, elle sera là, en fait. C'est ça, elle sera vraiment au milieu. Elle sera au milieu, ce qui était le grand salon de réception. Donc, on trouve que c'est un bel écrin parce que c'est quand même, il y a des boiseries d'origine, en bois précieux. Et puis aussi, ce lieu, ça reste un lieu de vie. Dans ce que vous avez vu dans la vidéo, c'est nos stagiaires, tous les matins, moi je les convoque au briefing du matin, ils se réunissent dans ce lieu. Donc, ils auront la possibilité de voir la flamme dans ce lieu-là au quotidien. C'est vraiment un lieu de vie, un lieu de passage, le grand roof, on appelle ça. Alors, si j'en reviens aux Anglais, des 13 marins qui faisaient la traversée de l'Atlantique, là, on est plutôt sur une vie de navigation type yachting. Vous voyez, je continue les aménagements. Ils étaient 33 membres d'équipage. Donc, on est passé de 13 à 33 membres d'équipage pour 6 passagers, 6 invités. Le bateau est un des plus gros, des plus beaux yachts de son temps. Et dès le début de la période anglaise, qui continuera avec un second propriétaire qui est le plus connu. Vous ne l'avez pas gardé? Non, et les rideaux non plus, je ne les ai pas gardés. Tant mieux. Voilà, donc... Le second propriétaire. Il n'y a même pas besoin de le présenter pour la plupart d'entre nous, je pense. C'est Monsieur Guinness, Arthur Guinness, le célèbre brasseur irlandais. Alors, lui, il va continuer d'aménager le bateau, il va le suréquiper. Il a notamment mis quelque chose, c'était le premier privé navire au monde à avoir un émetteur-récepteur TSF. Waouh! Alors, pourquoi il a fait ça? Parce que déjà, il était... Il voulait battre des records. Ouais, il voulait battre des records. Le Guinness, ça vient de leur famille, exactement. Alors, en fait, c'est avec Guinness que le Belem, qui change de nom pour la première fois. Avec Guinness, le bateau s'appelle Phantom 2. Et c'est avec Guinness que le bateau ira jamais aussi loin qu'il n'a été. Alors, on a fait des transatlantiques, on ramène la flamme. Mais on peut reconnaître que Guinness, lui, fera le tour du monde de 1923 à 1924 avec Phantom 2. En fait, ils sont partis avec toute sa famille, Guinness, sa femme, ses 3 filles. Un an pour faire le tour du monde? Un an, mais ils ont fait des pauses.
En fait, Guinness avait comme but de goûter partout où la Guinness est servie. Et donc, il s'est arrêté dans tous les comptoirs anglais, avec Hong Kong, vous imaginez bien, tous les ports anglais. Et voilà, donc ça lui a permis de faire le tour du monde, mais pas que de boire de la Guinness, bien sûr. Donc, c'est ce qu'on appelle la période Happy Ship. Fini la période anglaise. Guinness va décéder en 49, le navire sera vendu en 51, et cette fois, ce n'est plus ni un lord qui va l'acheter, c'est un comte. Et c'est la 3e nationalité du navire. Le navire va devenir italien. Et c'est ce monsieur, le comte Vittorio Cini. Alors, une histoire un petit peu plus récente. Il est vénitien, il a fait la fortune dans l'électricité. Et il a malheureusement perdu son fils dans un accident d'avion à Cannes en 51. Il décide d'investir toute sa fortune au service d'une œuvre de bienfaisance qui est l'Institut Scylla, basé sur l'île de San Giorgio à Venise. Sur cette île, il y a un orphelinat. Et de là, il rénove l'orphelinat et surtout, il crée un centre de formation maritime. Et qui dit centre de formation maritime, il lui faut un navire. Et donc, il rachète ce navire qu'il baptise Giorgio Cini afin de former les jeunes marinetti. Alors, des navigations, cette fois exclusivement méditerranéennes, où le navire passe plusieurs fois Corinthe. On a retrouvé des photos. Alors, on le voit à son port d'attache à Venise, sur l'île de San Giorgio. Et on accueillait, alors là, on est monté jusqu'à 80 enfants à bord, plus l'encadrement. Donc là, ils étaient une centaine. C'était un petit peu trop, peut-être. Alors, vous allez voir les conditions de vie à bord. Hein. Il n'y avait pas les bannettes et les cabines comme on a. C'était les hamacs. Voilà, les fameux hamacs. Et puis, on peut noter, si vous avez eu l'œil, vous pouvez voir sur la photo en haut à gauche que le gréement, il a changé. C'est-à-dire qu'on a simplifié un petit peu le gréement. On lui a enlevé sur le grand mât les vergues, hein, qui sont les parties horizontales du navire. Mais parce qu'on est sur un bateau aussi école, hein, à destination des enfants. On est en Méditerranée. En Méditerranée, on est moins sur des régimes de vent stables. Hein, ça part un peu dans tous les sens. Hein. Éole a été très généreux, Sirocco, Harmattan. On l'a vu l'autre jour avec la tempête de sable. Ah, vous étiez tout jaune. Ouais. Ensablé, en fait. Ensablé, voilà. D'ailleurs, il y en a encore. On n'a pas réussi à tout enlever. C'est vrai? Ouais, mais on attend que le vent rince tout ça quand on fera la traversée. J'ai des potes, si vous voulez un coup de main, on vient tous nettoyer. Ouais. Mais pour lui-même, il faut que tout soit reparti. Hein. D'accord. Alors, ils avaient un peu simplifié le gréement pour pouvoir permettre aux jeunes enfants, là, comme on voit en bas à droite. C'est un bateau aussi d'agrément qui naviguera sur les côtes grecques, italiennes, françaises, on le voit régulièrement. Et toujours avec des enfants? Toujours avec des enfants. Et puis sur la fin, il va de moins en moins servir. Et c'est vrai qu'il va passer dans les années, on va dire, 70. Il va être légué aux carabiniers italiens qui veulent en faire un navire école. Et puis en fait, ça ne va pas marcher. Et le bateau va être mis en vente. Alors, c'est peut-être eu 2 personnes. Alors, il y a une première qui est citée dans le PowerPoint, c'est le docteur Goss, qui était un docteur qui vivait dans la région parisienne, qui était passionné du agrément. Et ce monsieur de grand voilier, il avait fait un bilan très simple. Il avait cherché dans les registres de commerce, il avait cherché les grands voiliers français, où sont-ils? Eh bien, son bilan, il a été très simple, c'était 0, rien. On n'avait gardé aucun grand voilier français. La trace du Belém, elle avait été perdue, parce qu'en fait, le Belém était sorti du registre de commerce français, donc beaucoup moins suivi sur les registres commerciaux. Période difficile avec les guerres mondiales, navires privés, revendus, trois nationalités différentes. Donc le Belém est perdu et c'est une petite peinture à bord qui va permettre l'identification du navire, une petite peinture assez naïve marquée Belém Nantes que ni les Italiens, ni les Anglais, ni les Français avaient effacée, qui lui permettra d'identifier ce navire. Alors lui, il a identifié le navire, c'est très bien, mais il faut racheter le bateau. Et pour racheter le bateau, ça va être une deuxième personne. C'est Jérôme Pichard, qui est à l'époque le président de l'Union mutualiste de France, qui, avec la caisse d'épargne, va pouvoir racheter en fonds propres sur les dividendes du livret A, autorisé exceptionnellement par le ministère des Finances, d'acheter le Belém. Alors le Belém, il va être acheté par les Français en 79, un peu en concurrence avec les Italiens, parce que les Italiens ne voulaient pas forcément le laisser partir. Hein, ils aimaient beaucoup ce bateau. Et puis finalement, c'est la France qui va gagner le match, la négociation, et qui va pouvoir appareiller de Venise, alors sous les pleurs des Vénitiens et sous les hurrahs des Français à l'arrivée. Mais on peut reconnaître le fair play des Italiens. C'est eux qui ont enlevé le Cini Venezia au cul du navire et qui ont offert le marquage Belém Nantes depuis. Et voilà. Ah, super. C'est joli. C'est une jolie histoire quand même. Donc, on peut le reconnaître qu'ils ont été classe. Alors, le Belém fera la traversée remorquée. Hein, il n'est plus en état de naviguer vraiment. Il va arriver pour des travaux de restauration, dans un premier temps à Brest. Et puis, tout de suite, on va créer la Fondation Belém. Donc, la Fondation Belém est née en 80, comme moi. Fondation reconnue d'utilité publique menant une mission d'intérêt général. Donc, à partir de là, la France un peu réalise le patrimoine qu'elle n'a failli pu avoir en voyant dans le Belém le dernier grand voilier qui lui reste. Ah oui.
Alors, la Marine nationale s'y met, la Caisse d'épargne est déjà très présente, hein, c'est elle qui fait don du navire à la Fondation Belém pour amener le Belém dans un premier temps dans la ville où il y a le plus de Français au monde, eh ben, c'est Paris. Donc, on sort le bateau après quelques menus travaux de conservation pour l'amener sur le quai Branly, au pied de la Tour Eiffel. Ah. Alors, c'est une image qu'on n'est pas prêt de revoir, hein, parce qu'avant qu'on retourne à Paris, vous voyez, il faut démater, tout ça, c'est quand Ouais. même pas anodin. Et le bateau, il Et alors, sera vous êtes amusé. baigné dans la Seine? Non, non, pardon. Non, mais j'étais tout petit, moi, à cette époque. Je ne savais vrai. pas que le Belém, il existait. Bon, peut-être qu'à l'époque, on se Non, mais baignait. c'est une belle image, en tout Oui. cas, au pied de la Tour Eiffel. Là, C'est ouais. une image très rare et des gens s'en rappellent encore. Des gens disent, moi, je l'ai visité en 80. Et ouais. Alors, ça marchait très, très bien. Ça marchait très, très bien. C'était un musée et donc le bateau, il va être classé en 1984 monument historique. C'est la première fois en France qu'on va classer un monument historique et c'est très important. La France, c'est quand même un des pays qui a le deuxième plus grand littoral du monde. Beaucoup d'îles dans le monde entier portent des noms de navires français ou de capitaines français, hein, soit marine marchande, soit militaire. Et c'est vrai qu'on avait perdu ce patrimoine. Et de retrouver le Belém, ben, les gens vont prendre conscience du patrimoine. Vous me demandiez tout à l'heure qu'est-ce qui attire les gens aussi. C'est cette histoire, c'est très riche. Et ça a commencé dès les années 80 où les Parisiens, et pas que les Parisiens, se sont précipités sur ce navire. Je crois qu'en 3 ans, c'est 300 000 visiteurs qui sont montés à bord. C'était exceptionnel. Mais il fallait partir. Il fallait partir parce qu'en fait aussi, l'objectif qui a été mené par la Fondation Belém et Caisse d'épargne, c'était très fort, c'est de dire, OK, maintenant, le bateau, il est sauvé. Il y a un patrimoine, classé monument historique, restauré, il est protégé. Mais un bateau, c'est fait pour naviguer. Vous vouliez pas en faire un musée? Eh bien non, on ne voulait pas en faire un musée. Pas que un musée, parce qu'il l'est encore. Un musée, en Mais tout un cas, musée qui se déplace, c'est un beau. musée qui vit, Ouais. un musée qui navigue. Et c'est ce qui va être fait. Donc en fait, on va pouvoir réappareiller de Paris. Alors ça n'a pas été évident, ça a demandé du travail. Il faut savoir qu'aussi tous les ports du littoral français, parce que Nantes a cette chance incroyable d'avoir cet héritage, mais des bateaux comme le Belém, il y en a des centaines qui ont été construits en France. Lui, il a eu cette chance incroyable de traverser des époques et de Ouais. survivre. Mais Rouen, Caen, Ouistreham, La Ciotat, Marseille, il y en a plein, Saint-Nazaire, il y en a eu plein des chantiers en France. Et bien, ce bateau, il va pouvoir appareiller. Et le premier voyage, alors là, c'est pas marqué forcément, ça va être surtout le voyage de 86, où le bateau va pour la première fois prendre la haute mer avec une transatlantique. Ce n'était pas arrivé depuis 1936. Le bateau, il n'est pas tout à fait prêt, il n'y a pas toutes les voiles. Et là, c'est la reconnaissance internationale du Belém. Il va aller rencontrer la Statue de la Liberté pour célébrer le centenaire de la Statue de la Ah, Liberté. génial. Et là, bah, le monde entier reconnaît que la France a cette chance incroyable d'arriver enfin avec une grosse unité de valeur qui représente son patrimoine maritime. Alors, il fait la couverture de Life Magazine au Wow. pied des 2 tours à l'époque. Et il va continuer à partir de là à naviguer. C'est ce qu'on raconte ici, c'est qu'en fait, en 25 ans, alors je ne sais pas de quand est la slide, on a près de 35 000 stagiaires. Alors, nous, on ne dit pas passagers parce qu'on ne peut pas dire qu'on a un bateau à passagers, au-delà du confort et de la réglementation. Et puis, quand on dit stagiaire, bah aussi, c'est que les gens, c'est un stage. Donc, il y a une idée, je travaille entre guillemets à bord, je donne un effort pour le bateau. Et ces 35 000 personnes, c'est ça qui est important, c'est ça notre richesse. Ça, c'est notre trésor. C'est ces personnes qui sont venues, qui ont fait l'effort de passer la coupée, de se mettre un petit peu en danger, socialement, parce que 4 cabines de 12, quand on ne connaît pas ses voisins, bah, ce n'est pas évident. Humainement, parce que voilà, faut oser franchir le pas. Et voilà. Et c'est vraiment ces gens, près de 2000 personnes chaque année, qui font le cœur de la Fondation Belém. Et c'est pour ça que le Belém a été remis à flot. Ce n'est pas pour faire de la parade, c'est justement pour transmettre. Et ce qu'on va faire avec la flamme et nos jeunes éclaireurs, on est dans la continuité de ça, sauf que là, en plus, on a la flamme. Ouais, le centenaire de la Statue de la Liberté, maintenant, c'est la flamme olympique. Vous êtes aussi un élément de diplomatie internationale, quelque part. Alors, bah, vous le voyez, l'image parle d'elle-même. C'est-à-dire que le Belém, quand il arrive dans un quai, alors c'est pas tous les jours comme ça, heureusement, parce que sinon, on serait un petit peu débordé. Le Belém, oui, on en parlait un petit peu avec Alexandre quand on a fait ces visites des invités de l'ambassade pour le Belém. Il y a un petit côté soft power. Alors, moi, j'aime pas trop C'est le cas quand même. c'est le cas quand même, mais je préfère projection culturelle. C'est-à-dire qu'avec le Belém, légalement, déjà, je porte le pavillon français, je suis une partie du territoire français. Le droit français s'applique sur mon navire. Oui, mais on ne parle pas de vous en tant qu'élément politique. C'est plus, voilà, c'est un élément de valeur. Oui, C'est un bout de rayonnement. France qu'on disait. C'est la France qui rayonne, c'est la France qui raconte son histoire, et c'est la France Et qui raconte et qui qui se déploie. transmet aussi, puisque j'imagine qu'il n'y a pas que les Français aussi qui veulent vous rejoindre, si? Alors, on n'a absolument pas fermé les stages aux Aux étrangers, internationaux. Mhm. mais c'est vrai qu'on en a beaucoup moins parce qu'on se rend compte que déjà en France, il y a énormément de gens qui se rendent compte que le Belém, ils ne savent pas qu'ils peuvent naviguer à bord.
Donc nous, on a encore beaucoup de marge de progression à faire que le Belém. S'il y a une chose que vous devez retenir, hein, c'est que vous pouvez embarquer sur le Belém, hein, n'hésitez pas. Vous cliquez, vous êtes avec nous, Monia vous répondra et vous inscrira. C'est notre force, c'est-à-dire qu'aussi de se dire, bon voilà, alors on ouvre, moi j'ai des fois des Irlandais, alors j'ai dû avoir des Grecs, mais je ne me rappelle pas, des Suisses. Après, on est sur un bateau très francophone, notre équipage ne parle pas Ça qui est tous beau, anglais. c'est aussi un élément de la francophonie. Oui, ouais, c'est un élément de la francophonie, mais qui se déploie. On est allé pour l'année dernière, il y a 2 ans, au plus nord qu'on n'avait jamais été avec la Fondation Belém Caisse d'épargne jusqu'au Falkland, Féroé, pardon. Cette année, l'amplitude, ça va de Athènes jusqu'à Galway. Ah ouais. Donc, vous voyez qu'on sillonne toute l'Europe. Donc, le drapeau tricolore avec le Belém en dessous, c'est une image qui se déploie et qui marque les gens. Donc, c'est aussi une vitrine d'une certaine manière. On est très, très fiers de pouvoir représenter ça avec la Fondation Belém. Alors là, regardez, c'est cette pièce où la flamme sera logée. Alors, je ne vais pas la mettre sur le tonneau. Et là, que vous avez voyez bien là. ciré quand même. Hein. Ouais, à l'époque, ouais, c'était pas mal. Il y a du sable maintenant, donc c'est pour ça. Puis bon, là, après, quand il y a beaucoup de visiteurs aussi, donc là, elle ne sera pas dans le tonneau, elle sera sur un comptoir qui serait derrière vous, parce que la photo est prise dans le mauvais sens. Mais c'est dans cette pièce d'apparat, hein, que la flamme sera logée dans un premier temps. Ça sera son quartier de vie principal, mais qui sera aussi un lieu de vie, comme je vous le disais, où tous les matins, imaginez 40 personnes, dont nos 16 éclaireurs, qui seront là, qui seront un petit peu fatigués parce qu'ils auront fait le quart la nuit. Et on leur dira, aujourd'hui, maintenant, on va faire ça, sinon, allez vous reposer, sinon, mangez ci, enfin, allez manger, sinon, etc., etc. Donc, chaque journée, ça commence dans cette pièce. Donc, chaque journée, tous les matins, la flamme sera au briefing. Génial. C'est la salle à manger. Hein, voilà. J'allais vous poser la question, qu'est-ce qu'on mange à bord? On mange très bien, parce qu'on mange français. Évidemment. J'ai entendu qu'il y avait du Bordeaux. Hein. Ouais, alors, par contre, on ne boit pas d'alcool. C'est un des rares trucs qu'on n'a pas trop le droit d'exporter. Cigarettes aussi? Si, cigarette, vous pouvez fumer si vous voulez à bord sur les points extérieurs, parce que le principal danger pour nous, c'est l'incendie. Ça, c'est pour vous montrer, parce que on peut difficilement faire visiter cette pièce quand il y a beaucoup d'influence. Alors, on essaye de le faire, c'est pas forcément évident. Et c'est vrai que les gens, ça les intrigue beaucoup. Pour ceux qui visitent le bateau, à commencer à l'intérieur, etc. Donc là, vous avez la grande table à manger, où tout le monde va manger. On mange en 2 fois sur le Belém, hein, parce qu'il y a toujours une équipe qui travaille, une équipe qui mange, et on passe les gens en 2 groupes. Et puis on devine, alors au fond à droite et au fond à gauche, on devine les portes des 2 cabines du fond. En fait, il y a 4 cabines, 4 portes qui desservent 4 cabines de 12. Et normalement, je crois que voilà les lieux de vie. Donc ça sera la cabine, la banane d'Anastasia pendant 12 jours, pourra loger. C'est bien ce que je disais, il ne faut pas ronfler. Un instant, Émeric, pardon, mais il y a une personne qui s'est garée devant une autre personne qui est handicapée, qui voudrait sortir. C'est le genre d'annonce, voilà, désolé. Sa plaque d'immatriculation, c'est YPO 6589. Si elle pouvait déplacer sa voiture pour que cette personne puisse sortir, YPO 6589. Merci. Et si vous avez trouvé la personne. Donc, là, les dortoirs, enfin les cabines. Ouais, les cabines avec. Alors, on ne dit pas un lit, on dit une banette. Après, il y a plein de mots. Hein. Le porte-revue, ça s'appelle une équipée. Enfin, on est loin des hamacs quand même. Ouais, on est loin des hamacs. Voilà. Mais c'est un peu mieux pas quand mal. même. Oui. Alors, ça peut paraître spartiate, mais. Donc, on est 4 en fait par chambre. Non, là, il y a 2 blocs de 4 et 2 blocs de 2. Non, c'est 12. Ok. Voilà. Et c'est pas mixte. Non, c'est pas mixte, on ne mélange pas. Alors si, mixte, hein, je m'entends. Quand vous inscrivez-vous, si vous voulez venir avec votre chérie faire un stage, on va vous mettre ensemble. Alors, il y en a un en bas, un en haut, mais bien sûr, on peut venir en couple et on ne sépare pas les hommes, les couples mariés. Voilà, non, c'est adapté, vous inquiétez pas. Mais une femme seule ne sera pas mélangée avec des hommes seuls et vice-versa. Alors, ça peut paraître spartiate comme ça dans un premier abord, mais je vous rappelle que le confort moderne est arrivé avec les Anglais en 1914. On a une salle des machines, un groupe électrogène, donc la fée électricité est à bord du Belém, donc chauffage, climatisation, eau douce. On ne limite pas l'usage de l'eau douce, hein, c'est pas non plus le Bounty à bord, hein, donc vous pouvez prendre des douches, voilà, il n'y a pas de souci. C'est un confort strictement nécessaire qui remplit exactement les fonctions qu'on demande pour permettre à chacun de se reposer. Il y a un petit rideau pour l'intimité, de quoi ranger ses affaires, donc bref, tout va bien, ça va bien se passer pendant 2 jours, voilà.
Super. Alors, je sais que l'heure tourne. Il y a d'autres diapos, non? Bah non, après, ça, c'est des vues d'extérieur. Comme je disais, ce fameux banc des demoiselles, hein, c'est son surnom, où il n'y a pas que les demoiselles qui s'assoient. C'est une pièce d'origine du navire. Et puis, vous voyez la petite cabane où il y a tous les appareils modernes de navigation. Et puis là, comme on s'en lasse jamais assez, on vous montre le Belém sous voile, qui imaginez en avant vers Marseille, sorti des Trois de Messine, tout dessus, vent de sud, et on y va. Je vais prendre des questions, si vous en avez dans la salle, parce que sinon, c'est moi qui vais tout le temps en poser. Et puis, il retourne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Madame, vous avez une question? Est-ce qu'on peut vous donner peut-être un micro? Tenez. Ah, c'est pas tout de suite. C'est que pour moi après. C'est pour la voiture? Ah, d'accord. Oh là là, le fan club. Alors, d'autres questions peut-être dans la salle? Je vois beaucoup, mais non? Très bien. Moi, j'en ai plein d'autres. Et quelle est la proportion d'hommes-femmes? On est quand même plus sur principalement plus d'hommes un petit peu. C'est vrai que la mer, malheureusement, c'est encore un a priori où c'est un métier d'homme, c'est un milieu d'homme, alors ce qui est absolument pas vrai. Moi, je le vois dans la marine marchande, hein, j'ai déjà eu commandant femme, etc. Donc, on est sur une proportion de 60-40, 65-35 à peu près. Et on va terminer peut-être sur ce voyage-là qui vous attend quand même après-demain. Comment est-ce qu'on l'aborde? Quelle est la réunion que vous allez faire le matin même, j'imagine à l'aube, avant le départ? Il y aura beaucoup de presse, j'en fais partie, et on sera là aussi dès l'aube. La pression, qu'est-ce que vous allez dire à vos équipes? Déjà, qu'est-ce que vous allez manger aussi? Ça m'intéresse. J'en sais rien du tout et j'espère qu'on aura... Déjà le premier jour, j'espère qu'on aura le temps de manger parce que c'est assez chargé, vous vous doutez bien, il y a des journées plus compliquées que d'autres. Les journées de départ et d'arrivée, c'est toujours un petit peu compliqué sur le bateau parce que nous, on a notre rythme de travail au long cours. Alors nous, les marins, on travaille... alors moi, je ne fais pas le quart, donc j'ai la chance d'avoir mes nuits entières. Mais la plupart de mes équipages, ils travaillent en période de 4 heures de navigation, 8 heures, 4 heures de navigation, 8 heures. Et pendant les 8 heures, ils ne font pas que dormir et manger, ils ont aussi un travail administratif, technique, d'entretien, etc. Quand on arrive d'un port et qu'on sort d'un port, ça change le rythme. Il y a toujours le poste de manœuvre où on réveille des gens qui sont pourtant couchés, je sais pas, à 4 heures du matin. Si on arrive à 10 heures, on les réveille, etc. Donc, on sait que la journée va être très chargée. Niveau organisationnel. Après, justement, comme je disais, c'est le côté de la force de l'équipage, c'est qu'on est rodé à des situations où il y a toujours, en fait, l'idée, c'est toujours essayer de planifier, d'anticiper. Alors, qu'est-ce que vous avez anticipé pour après-demain? Plein de petits détails. On veut savoir. On a déjà, je sais que la veille au soir, on enlève déjà la coupée d'avant, que demain à midi, tous mes vivres sont livrés. Hier, on a fait un appro de combustible, que la connexion eau douce sera débranchée 2 heures avant départ. C'est très technique, mais pour l'extérieur, vous avez par exemple réuni vos équipes avec des éléments de langage, vous avez peut-être une chorégraphie entre guillemets, parce que vous avez quand même... Nous, on est en direct sur ça. Pardon, je parle pour moi, mais je sais que on n'est pas la seule. On est une cinquantaine d'accrédités. Je ne sais pas, Isabelle, mais on est beaucoup d'accrédités pour cette occasion. J'imagine que vous avez prévu une petite Alors, déjà, on va avoir une réunion ce soir pour un peu planifier exactement la cérémonie de départ. C'est très coordonné. On sait qu'on a aussi des photos à faire, des photos officielles. Le dernier coureur va monter? Alors, ce n'est pas un coureur, parce que c'est la lanterne, donc on n'est pas encore dans le cadre du relais, on est toujours dans le cadre du prologue, et c'est la lanterne qui va monter à bord. On n'est pas avec le flambeau. Ah, parce que je pensais qu'il y aurait un coureur qui allume une lanterne et puis qui s'en va, quoi. Alors déjà, son aventure française aura commencé la veille au soir, parce qu'elle sera prise en charge dès demain soir par la France via l'ambassade. Donc, elle va nous arriver de France à France, de l'ambassade de France au navire français. Elle va passer la nuit donc à l'ambassade de France pour après venir... Alors, la personne qui va nous déposer la lanterne, ça, c'est Tony Estanguet. Après, il sera... Voilà une info. Bon, ça, j'ai le droit de le dire, non? C'est bon. Après, pour tout le reste, je ne peux pas exactement, parce que moi, je ne suis pas non plus exactement informé. Puis, vous savez, en fait, quand je dis qu'il faut anticiper, il y a aussi... quand ce n'est pas de notre fait, les marins, on aime bien être informé un petit peu au dernier moment, la veille pour le lendemain, ça nous suffit. On ne se projette pas trop là-dessus, parce que là, je n'ai pas la main là-dessus. Donc, en fait, je ne peux pas exactement tout dévoiler. La chorégraphie que vous demandez, vous inquiétez pas, le fait de voir les marins tirer sur les bouts, envoyer de la voile au départ, etc., tous ces mouvements-là, ça fait une très, très jolie chorégraphie. Un bateau qui a pareil, c'est forcément une très belle chorégraphie. Et surtout avec la flamme olympique. Et vous faites un très, très bon voyage. Merci beaucoup, Aymeric. Merci à tous. On peut l'applaudir. Je sais que j'ai dépassé un peu du temps, mais c'était vraiment intéressant. Merci beaucoup, cheville
Celui d'ouvrière, Véronique Bruez, oui. Merci Alexia, merci commandant. Avant de nous quitter, j'ai une petite surprise pour vous, commandant. Car nous avons ce soir dans cette salle... La flamme olympique. Non, c'est très émouvant parce que on a l'arrière petite-fille d'Alphonse Dubigeon, le constructeur du Belém entre 1893 et 1896, qui est apparu dans votre première diapositive. Madame Bossis, si vous voulez bien monter sur scène pour la photo de groupe. Madame, d'où madame? Madame Anastasia. C'est super. Anastasia, venez pour la photo de groupe. C'est super, oui. Christelle, Virginie. Bon, on peut peut-être vous poser une petite question. Je suis très émue que le Belém soit là. Je l'ai visité à Nantes. Je crois que le capitaine, c'était Gavotti, non? Alors, c'était le délégué général de la Fondation. Un peu plus près le micro. Bonjour, madame. Et quand j'étais sur le Belém, d'abord parce que j'ai des rapports avec des bateaux, de toute façon. J'ai travaillé dans le maritime, j'ai eu moi-même un bateau. Pour moi, c'est une maison, c'est pas quelque chose, c'est pas un bureau. Oui. C'est une maison. Et quand je suis montée sur le bateau, sachant que c'était en plus ma famille qui l'avait fait, Christelle, je ne pouvais pas parler. Je touchais les murs, comme ça, je voyais, je suis montée j'ai tourné la grande roue. J'ai tourné la grande roue, comme ça, mais je me sentais si bien, mais si émue, je ne pouvais plus parler. Et j'étais avec des amies, elles ont parlé beaucoup plus que moi, avec le capitaine. Et depuis, entre-temps, avec mes cousins du Bijon, j'ai des rapports, et il y en a un, et sans doute vous, chez vous, à la Fondation, vous avez un livre qui est écrit par Alain Dubigeon, qui parle du XVIe siècle jusqu'au Belém. Pour le Belém, il explique en 96, mais ensuite, il ne parle pas tellement du Belém, enfin. Il dit simplement que les chantiers du Bijon ont été bombardés par les Allemands en 1943 et c'est fini, on n'a plus jamais reconstruit de bateau, malheureusement. Mais il y a une chose qui est très importante pour moi et pour ma famille. Dans le château de la reine d'Anne de Bretagne, que vous connaissez, oui. Au 3e étage, il y a une pièce horrible. On montre comment on attrapait les Noirs, comment on les traînait et comment on les jetait dans les câbles, dans les cales. Dans le Belém, il y avait des cales, mais les cales du Belém, ils étaient pour le chocolat, pour le rhum, pour le sucre. Jamais. Une fois, il y a eu simplement, je ne sais plus, c'était des ânes ou des chevaux qui ont été pour le Chili. Et il n'y en a pas eu un qui est sorti vivant du bateau. C'est exactement ça l'anecdote, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire que cette image dans le château de d'Anne de Bretagne n'est pas vraie, c'est ça? Comment? Ce que vous dites, c'est que cette image dans le château n'est pas la vraie? Alors, si, c'est vrai. Et vous pouvez voir exactement. Mais quand vous rentrez, au fond, il y a un grand tableau doré tout autour. Et je suis allée voir de près qu'est-ce qui est écrit. Et il était écrit que dans aucun des bateaux du Bijon, il y a eu un noir. On n'a jamais transporté de noirs. Ouais, d'accord. À cette époque-là, en 1700 et tout ça, presque tous les armateurs de Nantes et de Bordeaux vivaient de ça. Et je suis très fière que ma famille n'a jamais fait ça. Bravo. C'est important, Émeric, le travail de mémoire, cette transmission, justement, cette fierté. Pendant qu'on veut peut-être tous prendre une photo, tous ensemble. Alors moi, j'ai une autre anecdote à vous raconter. Alors, on écoute. Le chantier du Bijon, il y a des restes.
notamment cette salle des traces qui a été changée en cabinet d'architecte. Actuellement, la grue du Bijon est en réparation, maintenance, pour être entièrement rénovée. Et la rampe qui a donc vu naître le Bélem, ou le lieu où est né le Bélem, existe encore. Et cette friche existe encore et est en train d'être aménagée par la ville de Nantes. Je suis nantais moi-même. Et il y a un symbole très fort, c'est que le Bélem, les navires de commerce ne sont pas faits pour retourner sur leur chantier. Et le Bélem a cette chance incroyable de passer régulièrement devant le lieu qui l'a vu naître, qui sont les cales du Bijon. Et à chaque fois que le Bélem passe devant les cales, La fosse. voilà. C'est la fosse. Et on la sonne fosse. devant les cales de Dubigeon qui ont vu naître le Bélem. Bon, Donc, vous voyez, l'histoire continue. les maisons que vous voyez derrière, c'était là qu'ils ont commencé. Ils vivaient d'abord là, Oui. les Dubigeon. C'est ça. Et puis, ils avaient une usine de calfeutrage. Parce que c'est un de Dubujon, je crois que c'est Augustin, qui a compris l'importance du calfeutrage à cette époque-là, parce que les bateaux étaient en bois. Oui. Et voyait que les bateaux coulaient à cause du mauvais calfeutrage. Et c'est pour ça qu'il a gagné beaucoup d'argent avec le calfeutrage. C'est ça. C'est Voilà. un chantier très, Enfin, très réputé dans la région nantaise. Non, mais je connais bien l'histoire et vous la connaissez très bien. Non, mais l'histoire commence au XVIe siècle à peu près, où son père était laboureur de bœufs et il a décidé de partir de la Vendée et d'aller à Nantes parce qu'il avait entendu que les bateaux, on construisait beaucoup de bateaux. Et il a entraîné avec lui son frère, mais lui, c'était un garçon qui était très intelligent et il a appris tous les métiers pour construire, depuis charpentier jusqu'à, comment ça s'appelle, je ne me rappelle plus, de Calfa et tout ça, je ne me rappelle plus de tous les noms. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé en 1750. C'est beau, c'est vraiment Voilà. magnifique. On peut vraiment l'applaudir. Parce que c'est le début de cette histoire, c'est la naissance de ce bateau, 128 ans cette année. Bravo, madame. On va vous laisser continuer toutes ces anecdotes. Peut-être autour d'un vin, on peut célébrer cette rencontre, tous ensemble d'ailleurs. On vous invite, c'est juste à côté, et il y a du bon vin français. Merci à tous, merci aussi à Véronique. Montez peut-être sur scène pour la photo. Venez, Christine. Merci beaucoup et très bonne soirée. Merci.